Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être fidèles à ces Facebook Live en direct de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous en avons déjà réalisé 3, je le rappelle pour mémoire, avec un sur la question sanitaire pure et dure avec le doyen de la fac de médecine à Strasbourg, Jean Sibilia. Le second a été consacré au transport avec la présence du directeur général de la CTS et la directrice du réseau TER de la SNCF. La troisième, c'était hier avec Jean-Luc Heimburger et ce Facebook Live était relatif à l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre des problématiques et pas la moindre, celle de l'éducation nationale, celle de l'école, la rentrée des classes en quelque sorte. Bienvenue Monsieur Herman, Robert Herman, vous êtes le président de l'Eurométropole. C'est vous qui êtes à l'initiative de ces Facebook Live que nous réalisons dans votre maison ici, en direct. Merci à vous d'être présent sur ce plateau. Madame Laporte, Elisabeth Laporte, vous êtes rectrice de l'Académie de Strasbourg. Merci d'être parmi nous, merci de vous être prêté au jeu. Robert Herman, alors là, c'est un des paradoxes de la matinée, l'Eurométropole n'a pas de compétences en termes juridiques, politiques sur la problématique de l'éducation. Néanmoins, vous avez tenu à ce que les problèmes de l'école, de cette rentrée des classes extraordinaire, non prévue bien entendu, figurent au menu de ce Facebook Live. Pourquoi ? Parce que l'éducation, je dirais, porte une place considérable dans notre société. Il est impossible d'imaginer le développement économique. Quand on parle de la rentrée des entreprises, on parle forcément de l'école. Lorsque l'on parle d'emploi d'été, on parle forcément de l'école. Il y a toute une série de thèmes, je veux dire, qui sont traités par les métropoles, où l'école est un élément pivot, j'ai envie de dire, de ces actions. Et donc, ça me paraissait, dans cette période d'incertitude, d'interrogation, extrêmement utile pour nos concitoyens, de pouvoir entendre dans l'esprit qu'on a voulu pour ces émissions, c'est-à-dire laisser le temps à nos interlocuteurs de s'exprimer et d'expliquer avec beaucoup de pédagogie, je veux dire, la situation dans leur secteur. Moi, je suis absolument ravi et heureux et honoré, madame, que vous ayez accepté cette invitation. Pour une autre raison aussi, c'est qu'on a les uns et les autres des connaissances dans le milieu de l'éducation, et je veux ici témoigner d'une mobilisation extraordinaire de ces personnels de l'éducation qui, pendant qu'ils étaient confinés, donnaient des cours, étaient attentifs à leurs élèves, prenaient soin des familles. Ils ont été dans la mobilisation, quelquefois discrète, et pourtant tellement importante. Voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaitais aussi que vous puissiez prendre tout le temps pour vous exprimer. Ah, Madame Laporte, on va parler bien entendu de ce qui va se passer à partir de lundi, c'est pour les profs, et du milieu de la semaine pour les élèves, et puis sans doute, on va parler de l'avenir, c'est ça qui intéresse, à mon avis, surtout les gens. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on fasse comme un bilan. Un bilan de ce qu'on appelle la continuité pédagogique, qui a été installée depuis le confinement, et même 15 jours avant en ce qui concerne le Haut-Rhin, qui fait partie de l'Académie de Strasbourg. Est-ce que vous êtes en mesure, si ce n'est de tirer un bilan exhaustif, du moins de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé réellement sur le terrain? Et je pense en particulier au niveau d'un phénomène, on a eu des questions là-dessus avant le début de l'émission, sur le phénomène des élèves, ce qu'on appelait les élèves décrocheurs, pour plein de raisons, qui avaient, parce qu'ils n'avaient pas le matériel informatique à leur disposition, ou tout simplement parce qu'ils ont été livrés eux-mêmes. Est-ce qu'on a un premier bilan en Alsace ? Alors, effectivement, je pense qu'il est important d'envisager les semaines qui viennent en ayant fait un premier bilan de ce qui s'est déroulé depuis, on va dire, la fermeture des établissements scolaires dans le Haut-Rhin, puis le 17 mars, le confinement imposé à tout le monde. Au regard du contexte totalement inédit de ce confinement, je considère que la continuité pédagogique qui a été mise en place à distance est une réussite. Parce que, d'un point de vue général, nous avons relevé le défi du nombre et le défi qualitatif. Un chiffre sur le nombre. Vous savez que dès le lendemain, et même avant, avec la fermeture du département de l'Oise et du Haut-Rhin, avait été ouverte une plateforme CNED, Ma classe à la maison. Donc dès le lendemain, en fait, ces deux départements ont pu se connecter à cette plateforme. Et avec une montée en charge progressive pour l'ensemble, on va dire, du territoire national et en ce qui nous concerne de notre académie. Et cette semaine, par exemple, avec cette montée en charge, nous avions chaque jour
46 000 connexions par jour, 46 000 connexions sur cette plateforme de classe virtuelle ou d'enseignement à distance, 12 000 connexions d'enseignants et 46 000 connexions d'élèves. Donc vous voyez, c'est un nombre important qui montre que quand même, enfin, le pays, j'ai envie de dire, a réussi cette étape technologique qui n'a pas été réussie partout. D'ailleurs, quand on compare avec d'autres pays. Par ailleurs, on a vu fleurir tout au long de cette période des ressources importantes en nombre et en qualité aussi qui ont permis aux enseignants, avec un engagement, vraiment j'insiste là-dessus, remarquable, un investissement remarquable qui ont permis donc d'établir ce lien pédagogique coûte que coûte avec les élèves. Et sur les élèves décrocheurs, j'ai bien conscience. Je vais vous donner des chiffres. Vous avez des chiffres? Oui, parfait. je vais vous donner les chiffres. Dites-nous. Je rappelle aussi l'ENT quand même dans le second degré avec la région Grand Est qui après des débuts un peu compliqués parce qu'il y avait énormément de connexions, s'est stabilisé. Alors les chiffres que vous attendez, parce qu'effectivement nous avons des élèves qui malheureusement ne sont pas rentrés dans ce lien pédagogique pour les raisons que vous évoquiez, soit zone blanche, soit absence d'équipement informatique, soit situation de confinement quand même très difficile pour la famille. Évidemment. Le ministère a conduit une enquête flash début avril, c'est-à-dire il y a un mois déjà, sur ce qu'on appelle les non-répondants, c'est-à-dire quels sont les élèves qui, quel que soit le nombre de sollicitations, ne répondaient jamais. Dans le premier degré, entre le CP et le CM2, de non-répondants hors éducation prioritaire, le taux s'élève à 3,5%, avec des marges d'incertitude, mais ça donne un ordre de grandeur. Et les non-répondants en éducation prioritaire renforcée, 14%. Donc vous voyez l'écart, 3,5% d'un côté, 14% de l'autre. Donc ça veut dire que ces enfants et cette dernière catégorie d'enfants, notamment de l'éducation prioritaire, mais aussi ceux des zones rurales isolées, doivent absolument pouvoir retrouver le chemin de l'école. Après 3 mois, on ne peut pas attendre 6 mois. C'est un des défis qui vous attend, vous et vos personnels, dans les semaines qui viennent. On va parler de l'ouverture des écoles. On va donc se projeter à la semaine prochaine et aux semaines suivantes. Tout d'abord, un préalable, vous nous confirmez bien que le retour à l'école reste sur la base du volontariat des parents. Oui, c'est-à-dire que le retour de l'enfant dans son école, effectivement, est laissé au libre choix de la famille. Mais en revanche, l'instruction est obligatoire. Ouais, mais ça, c'est une donnée permanente de la République depuis que... Voilà, tout à fait, oui. Mais il ne faut pas croire que parce qu'un enfant ne se rend pas, et on l'a bien vu d'ailleurs ces 2 derniers mois, parce qu'un enfant ne se rend pas à l'école, il peut s'affranchir de toute instruction. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, après, avec toutes les réserves qu'on peut apporter, moi j'insiste, l'école, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un élément constitutif de la vie de notre société, et j'ai presque envie de dire de la vie de la nation. C'est un élément structurant. Donc nous devons progressivement et toujours dans notre région, avec les yeux rivés sur la situation sanitaire, nous devons inviter les enfants à retourner dans les écoles, dans des organisations qui restent à stabiliser, mais on y reviendra. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse avoir vu tous les enfants d'ici les vacances d'été. Bien sûr, mais j'imagine que vous comprenez bien l'inquiétude des parents. Alors c'est une thématique qu'on abordera plutôt demain avec Josiane Fontaine, qui est préfète de la région et qui représente l'État en l'occurrence. Oui. Mais beaucoup de parents se posent des questions sur les masques, sur les tests, et il n'y a pas vraiment une réponse claire sur ce sujet, quoi. Donc... Alors, effectivement, Madame la préfète pourra vous apporter des éléments dans son domaine de compétences, bien évidemment. Et vous le savez, nous travaillons main dans la main avec la préfète, mais aussi avec les élus, où je note, alors moi qui arrive dans l'académie, un travail exemplaire de concertation
tant avec les élus de la République qu'avec aussi les représentants des organisations syndicales enseignantes, je tiens à le dire. Quels sont les... Et peut-être sur la question des masques, peut-être vous dire que pour ce qui est des écoles dans l'académie, les écoles ont été livrées, les masques ont été acheminés. Il faudrait que je vous retrouve le nombre de masques. Je crois qu'on avoisine le nombre de 130 000 qui viennent d'être livrés pour les jours qui viennent, en attendant de nouvelles livraisons. Si vous m'autorisez, les écoles ont été, je veux dire, vraiment préparées sur le plan de l'hygiène, de telle sorte qu'elles soient le plus rassurantes possible pour les parents qui viendront y amener leurs enfants. Et pour les enseignants aussi. Et si je peux ajouter, excusez-moi, mais le temps va passer. L'inquiétude, je mesure l'inquiétude des parents et je la comprends. Et c'est bien la raison pour laquelle on a mis ce protocole sanitaire exigeant. Mais il y va de la santé des élèves comme des personnels. Alors, quels sont exactement les niveaux concernés en Alsace par la réouverture des écoles, par la réouverture de l'enseignement en règle générale? On sait qu'en zone rouge, par exemple, les collèges, de toute façon, sur tout le territoire français, il n'en est pas question, pour l'heure en tout cas. Mais pour le reste, quels sont les niveaux qui sont concernés par ce qui va se passer cette semaine? Alors, vous savez qu'au niveau national, le ministre de l'Éducation nationale a donné un certain nombre de repères. Il a évoqué les CM2, les CP et les grandes sections. Au niveau de l'Académie de Strasbourg, et toujours en lien avec cette situation sanitaire très particulière, j'ai souhaité que nous commencions très progressivement avec le niveau CM2 d'abord, puis dans un deuxième temps le niveau CP et CE1, puis, si cela est possible, le niveau grande section. Mais dans la mesure, et je pense que Monsieur le Président de l'Eurométropole pourra le confirmer, où j'ai toujours affirmé que les choses devaient se faire en lien avec les élus et dans la concertation locale, les choses s'adaptent localement, école par école. Nous avons des écoles dont la configuration ne permettra pas, sans doute, d'accueillir dans cette succession des niveaux. Nous avons des écoles où, au contraire, parce qu'il y a peu d'enfants dans des zones rurales, on pourra accueillir à la limite presque tous les enfants de l'école, bien sûr dans le cadre sanitaire attendu. Donc c'est ensuite école par école et c'est sans doute ce qui fait la difficulté de cette mise en œuvre du retour des enfants à l'école. Je rappelle quand même qu'on a été confiné 2 mois, qu'on est sorti du confinement, on est en département rouge, donc cela justifie cette progressivité que je souhaite mesurer et toujours attentive au contexte sanitaire pour éviter un redémarrage de l'épidémie. Et on a maintenu les pôles d'accueil. Parmi les questions qui tombent, je me permets d'en regrouper 2 ou 3 qui sont autour du même thème. Il y a des gens qui disent, par exemple, quelle solution de garde donnez-vous aux parents d'élèves de maternelle, autre que le chômage? Tout le monde ne peut pas se permettre de télétravailler jusqu'à septembre ou de mettre à mal son entreprise en pleine reprise. Ça vaut aussi, certains de nos interlocuteurs parlent aussi des crèches également. Manifestement, les gens ont besoin de sortir pour travailler. Et dans ce cas-là, les enfants, ça pose un problème. C'est dur de parler de cette thématique comme ça, mais c'est la réalité des choses. Tout à fait. Et puis, nous sommes là pour assurer le service le plus complet aux familles qui ont besoin de travailler ou qui sont effectivement contraintes à certaines obligations. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette académie en particulier, et parce que ça a été une vraie réussite, et là encore grâce à tout le monde, j'ai maintenu et j'ai souhaité maintenir les pôles d'accueil pour les enfants dont les parents n'auraient absolument aucun mode de garde. Bon, sachant que les assistantes maternelles vont reprendre leur travail et que les crèches, on travaille très bien avec la CAF, vont également réouvrir. Mais sur ces pôles d'accueil dont la carte va être visible et est visible sans doute déjà sur notre site académique et le site des directions académiques. On peut aller sur votre site pour voir où sont ces pôles d'accueil. Voilà, tout à fait.
et j'apporterai des précisions sur la communication peut-être. Mais ces pôles d'accueil sont réservés prioritairement, comme c'était le cas, aux enfants des personnels soignants, aux enfants des forces de sécurité intérieure, à toutes les personnes qui travaillent dans le cadre social d'urgence, notamment les maisons de l'enfance à caractère social, les enfants qui ont été séparés de leurs parents. Et je rajoute les personnels enseignants, de façon à ce qu'ils puissent rejoindre leur lieu de travail, des parents isolés qui ont besoin de travailler, les personnels indispensables au fonctionnement des écoles, par exemple des personnels municipaux, et ces pôles vont être ouverts aux enfants dont aucun des parents ne peut travailler à distance. Voilà. Donc ça répond en partie, tout à fait. En tout cas, à la remarque de notre et internaute. On va faire les choses progressivement. En tout cas, on va donner aussi une adresse pour que les parents puissent se manifester si effectivement ils sont en demande. Je m'adresse à Robert Hamann. Si j'en crois le nombre de questions qui tombent là sur ma petite tablette sur ce sujet-là, les collectivités vont être amenées sans doute à communiquer elles aussi sur ces endroits, comment ils sont accessibles, etc. Forcément, on est en mode dégradé, mais on va au fur et à mesure adapter les processus. Moi, je témoignais de ce que disait Madame la rectrice, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail itératif extrêmement important. Je veux dire, avec une écoute, je dois le dire, alors vraiment très sincèrement, extraordinaire de votre part, de Madame la directrice d'académie, je veux dire, qui a permis effectivement de préparer cette rentrée dans les conditions les meilleures. Alors, elles ne sont pas parfaites, mais rien n'est parfait dans la période actuelle. Bien sûr. Par conséquent, je veux dire, on essaye au fur et à mesure d'adapter, et il faudra encore adapter dans les jours qui viennent, évidemment, les dispositifs. Une question très précise, Madame la rectrice, les écoles privées sont également concernées par tout cela? Oui, les écoles privées sous contrat, dont j'ai la responsabilité. Les écoles privées sous contrat, bien entendu. On parle. Néanmoins, les écoles privées hors contrat, comme toutes les autres structures, sont bien évidemment astreintes à mettre en place un protocole sanitaire, le protocole sanitaire. Toutes les structures doivent mettre en place un plan de reprise d'activité qui intègre ce protocole sanitaire. Oui, qui a fait l'objet d'une communication déjà. Tout à fait. 60 et quelques pages. Donc, effectivement, lors des contrôles qu'on peut être amené à faire sur les écoles privées hors contrat, nous veillerons à ce que toutes les garanties sanitaires puissent être appliquées. Alors, je précise à nos internautes là, qui nous envoient beaucoup de questions, exceptionnellement aujourd'hui, là, ça tombe, ça n'arrête pas, c'est une déferlante, qu'on ne va pas parler aujourd'hui des tests à l'école, de tout cela, parce que je pense que cette question va plus pour Madame la préfète demain. Je peux donner un élément quand même là-dessus, si c'est possible. Les tests ne doivent être conçus que comme des aides. Le retour à l'école, il répond à plusieurs enjeux. Et si je pouvais les hiérarchiser, je dirais, et au regard de ce que j'ai dit précédemment, enjeu social et psychologique, c'est-à-dire vraiment rétablir un lien quasi affectif avec des élèves qui sont petits et qui ont peut-être vécu des choses difficiles, notamment dans cette région, qui ont vécu avec la maladie, le deuil, et donc il y a un travail psychologique à conduire. Donc il y a un soutien psychologique, il y a un travail social, c'est-à-dire reprendre contact avec les familles, et puis le lien psychologique bien évidemment, mais les tests, ce n'est pas pour classer les élèves, certainement pas, c'est peut-être une aide pour savoir si la continuité pédagogique a réussi le pari, et puis pouvoir apporter les réponses pédagogiques adaptées aux besoins identifiés. Voilà. Alors, je voudrais qu'on... Je rassure tout le monde là-dessus. Le temps passe vite, Madame la rectrice. Pardon, je parle trop. J'en suis le gardien. Il y a beaucoup, la thématique est tellement vaste. Je reviendrai. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et est-ce qu'on sait, vous avez sans doute estimé cela, comme tous les recteurs et rectrices de France, est-ce qu'on sait combien d'enfants et d'enseignants vont faire leur retour ? En fait, j'ai essayé de pouvoir vous livrer des chiffres. C'est difficile. Alors attendez, j'ai quand même noté des petites choses parce que, vous savez, hier encore, aujourd'hui encore,
les inspecteurs de circonscription qui, si vous voulez, là je leur rends hommage, ainsi qu'aux directeurs d'école, sont en train encore de récupérer des informations, de travailler avec les maires, d'être dans les écoles pour vérifier l'application du protocole sanitaire. Donc les chiffres varient beaucoup et vont encore varier en début de semaine prochaine. On aura des données sans doute plus fiabilisées lundi avec la pré-rentrée des enseignants. Mais hier, par exemple, lors de la conférence de presse de Madame la préfète, j'ai donné un chiffre qui aujourd'hui n'est plus du tout celui-là. Dans le Bas-Rhin, le nombre d'écoles ouvertes comptabilisées hier ou avant-hier, pardon, était de 266. Bon, on a 866, enfin on va dire 800, pardon pas 866, 800 grosso modo, même il y en a un peu moins, d'écoles publiques dans le Bas-Rhin, mais on a un certain nombre d'écoles maternelles qui, dans un premier temps, ne vont pas être destinées, on va dire, à l'apprentissage. Et hier soir, ce nombre était déjà de 460. Donc une fois que vous avez retiré les écoles maternelles, vous voyez, ça fait une augmentation importante. Donc je ne veux pas donner de chiffres aujourd'hui. Bien sûr. Nous saurons plus précisément lundi déjà quels sont les professeurs présents. Parce que nos professeurs, malgré toute leur bonne volonté, certains, nous ne souhaitons pas qu'ils viennent à l'école parce qu'ils sont vulnérables ou ils vivent avec quelqu'un de vulnérable. Et ceux-là, ils doivent rester chez eux et confinés si possible. Vous avez entendu comme moi le Premier ministre et le ministre de la Santé. La deuxième chose, nous avons besoin d'enseignants qui restent chez eux pour assurer le travail à distance. C'est un des sujets dont nous parlerons dans quelques minutes. Voilà. Donc, nous avons besoin de répartir nos forces vives entre du présentiel et entre du distanciel. Alors, concrètement, maintenant, oui. Parce que là, ça fait l'objet de directives ministérielles très, très précises. Quel emploi du temps il va y avoir dans la vie des écoliers? Oui. Parlons donc des primaires dans un premier temps. Dans un premier temps, si cela ne vous ennuie pas, on restera au primaire, parce que le secondaire n'est pas encore ouvert. Bien sûr. La question quel emploi du temps pour les écoliers et surtout, quelle organisation de classe? On parle d'une limitation à 15 élèves par classe. Je ne sais pas si elle s'appliquera partout, mais en tout cas, on en parle. Est-ce qu'il s'agira de la même classe ou plusieurs élèves de même niveau pourront-ils se retrouver dans ce groupe de 15 élèves? Parce que ça change tout. Ça change tout dans l'enseignement qui est délivré. On en revient aux classes d'antan dans la campagne. Où il y en a toujours. Il y en a toujours. Alors, première chose, comme les élèves, effectivement, ou les familles ont le libre choix, nous avons, enfin, les inspecteurs et directeurs ont conduit des enquêtes pour essayer d'estimer le nombre d'enfants qui se présenteront à l'école, qui le 14 mai, qui le 18 mai et qui peut-être le 25 mai. Donc, on est encore sur ce recensement. Prenons un exemple. Nous avons une école à 4 classes, 5 classes. C'est bon, quand même un grand nombre d'écoles. On dit niveau de CM2 prioritaire. Posons comme hypothèse que nous ayons le nombre d'enseignants suffisant. Effectivement, les élèves présents seront répartis sur les 4 salles de classe, peut-être 3 salles de classe si ça suffit, avec des groupes maximum 15. Si c'est possible, on va essayer de se rapprocher de 10. Si la présence des enseignants le permet, et bien évidemment à protocole sanitaire respecté, on restera à 10. C'est mieux. Dans la mesure où les élèves qui vont se présenter, si vous voulez, on ignore un petit peu encore quels seront ces élèves, les enseignants, entre leur répartition à distance et en présentiel, il n'est pas sûr que l'enseignant ait dans son groupe exactement les élèves qu'il avait au premier et deuxième trimestre. Mais, si vous voulez, moi je compte sur l'expertise pédagogique des enseignants. Vous le savez, les enseignants le rappellent très souvent qu'ils sont des experts, qu'ils sont effectivement, qu'ils ont une certaine liberté pédagogique dans un cadre bien évidemment
nationale et de programme. Donc, moi, je fais confiance aux enseignants et nous sommes là pour les accompagner à cette prise en charge. Sur la première question, l'emploi du temps de la journée, les élèves vont arriver de façon échelonnée pour éviter de se croiser, pour éviter ce qu'on appelle le brassage des élèves. Mais sinon, la journée, elle va durer 6 heures. On va adapter au transport scolaire s'il y a des transports scolaires, parce que les transports scolaires, eux, ne changent pas, et les circuits ne changent pas, en tout cas à ce stade. Et les récréations vont être échelonnées pour éviter les brassages. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait des récréations avec des activités physiques, certes sans contact, mais là, on a une profusion de ressources qui vont permettre de faire bouger les enfants, de leur faire prendre l'air, parce que c'est aussi important, ça fait partie de la santé, et nous sommes quand même dans un cadre, voilà, aujourd'hui, on est quand même guidé par la question de la santé. Donc, on est vraiment sur ce champ. On doit mêler santé, équilibre psychologique et rentrer dans des apprentissages scolaires qui sont plutôt de la réactivation et de la consolidation d'ailleurs. 2 questions très pratiques. Oui. Très très pratiques, donc une réponse courte. Que se passera-t-il si l'enseignant ou l'enseignante ne reprend pas son poste alors que les enfants viennent en classe? Alors, a priori, ça doit être organisé en amont et notamment à l'après-rentrée. L'après-rentrée dont vous savez que j'ai déjà augmenté le nombre de jours qui avait été préconisé par Monsieur le ministre. Et lors de l'après-rentrée, justement, nous allons stabiliser l'organisation et mettre en adéquation les personnes, les enseignants disponibles. Vous savez que nous avons aussi un volant de remplaçants et les élèves qui souhaitent se présenter. Alors je vous signale tout de suite qu'on va quand même parler du lycée parce que les questions tombent sur le lycée, Bien mais sûr. On reste sur les autres niveaux. Après avoir remis mon enfant à l'école, est-ce que je pourrais décider, en tant que parent, c'est un parent qui parle bien entendu, est-ce que je pourrais décider de l'en extraire et de le remettre sur le système de la continuité pédagogique? Alors, si vous voulez, le libre choix laissé aux parents ne signifie pas non plus travail ou scolarité à la carte. Toutefois, j'apporte une réserve. Nous allons être dans des situations où nous allons devoir mettre en place une alternance de présentiel et de distanciel à la maison. Parce que ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on ait une montée en charge des élèves et que la complexité liée aux espaces disponibles va peut-être nous conduire à imaginer une alternance, une semaine à la maison, une semaine en classe. C'est sans doute ça que la personne évoquait dans cette question, j'imagine. Alors si c'est, si vous voulez, conforme, et ça en fait c'est presque ce qu'il y a de mieux, parce qu'on est sur un système hybride de continuité pédagogique qui permet de travailler à distance, de réactiver un certain nombre de choses. Ça c'est, je ne veux pas dire que ce soit le système idéal, mais ça peut être en tout cas une bonne pratique pédagogique. En revanche, dire je le mets le lundi, puis le mardi, ben non, je vais le garder à la maison parce que je suis à la maison. Puis si tout va bien, je le remettrai le jeudi. Non, non, ça n'est pas possible. On s'engage. Vous voyez combien l'organisation est complexe. Donc, nous sommes au service des familles, mais nous veillons aussi à inscrire l'enfant dans un rythme qu'il puisse comprendre et qui soit un rythme stable. Une question aussi qui est revenue à multi-reprises, en ce qui concerne ce qui va se passer réellement à l'école, oui. Est-ce que les enseignants, dans les semaines qui viennent, hein, avec le peu de temps qui reste avant les congés d'été, les enseignants vont-ils se concentrer sur rattraper le programme qui n'a pas pu avoir lieu pendant ces 2 mois? Est-ce qu'il s'agit absolument de finir le programme? Voilà des questions que se posent les gens. Alors, je dis clairement et je rassure, cette période, et Monsieur le Président l'a dit, est une période, en fait, quand même, on est toujours d'abord dans un cadre sanitaire, nous ne l'oublions jamais ici, dans un cadre sanitaire dégradé. La deuxième chose, c'est que quand même, on a vécu, tous avec beaucoup d'angoisse, une situation épidémique très grave.
qui a dégradé aussi, malgré tout ce que j'ai pu noter d'engagement, etc., des parents aussi, parce que les parents quand même ont été très impliqués, très engagés, des professeurs, des élus. Malgré tout cela, si vous voulez, on n'a pas pu faire les programmes. Et je ne l'ai jamais demandé, parce que j'ai toujours dit aux enseignants, il faut accepter, dès le début, je l'ai dit, que les programmes ne soient pas terminés. L'objectif n'était pas celui-là. L'objectif était de garder un lien avec les apprentissages, de rester mobilisé, si vous voulez, on va dire, dans son esprit, dans son mental, avec la chose scolaire. Et je ne demande pas, et je ne demanderai pas, certainement pas, qu'on termine des programmes ou qu'on rattrape des programmes. Ça n'est pas l'objectif de cette période. En revanche, c'est s'inscrire dans des apprentissages réguliers. Alors, et une autre question, après on passera au lycée, parce qu'il y a des inquiétudes là-dessus. Une question, mais d'ailleurs cette question vaut pour tous. Les enseignants, c'est peut-être des enseignants d'ailleurs qui l'ont posé, je ne sais pas, hein. Les enseignants devront-ils assurer à la fois la classe sur le lieu scolaire et l'école à la maison via l'école à distance? Non, et le ministre a été très clair là-dessus, il l'a même écrit dans une circulaire ministérielle. Les professeurs qui seront à l'école n'auront pas à effectuer, si vous voulez, le travail à distance dans le même temps. On peut imaginer que certains enseignants vont le faire parce qu'ils veulent garder le lien avec leurs propres élèves. Mais ça n'est absolument pas une injonction et l'organisation sera faite de telle sorte que nous ayons autant d'enseignants, si vous voulez, en présentiel qu'en distanciel. Oui. Enfin, autant. On en vient à quelques questions sur les lycées, comme je vous le dis. Alors, je vous livre sans vrac. Qu'en est-il du retour au lycée? Le bac français, sous quelle forme? Il y a des gens qui disent, mais ça sert à quoi le bac français? Puisque de toute façon, le bac, on le passe en contrôle continu, et ça, on le sait depuis très longtemps. Pourquoi un examen spécifique pour le bac français? Il y a des gens qui se posent la question comme ça. Quelqu'un nous dit à l'instant, par exemple, aucune nouvelle sur le retour au lycée. Les enfants se posent des questions, s'inquiètent concernant le bac français, et puis se posent aussi des questions sur les profs qui n'arrivent pas à joindre vraiment parce qu'ils sont mobilisés sur l'enseignement à distance. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour des lycés. Il faudrait en dire un mot. Je vais apporter, bien sûr. Et là, effectivement, sur les lycées, les collèges, on peut tout à fait, enfin, je comprends tout à fait l'inquiétude des parents et je vais essayer d'apporter des éléments qui puissent les rassurer. Et puis, éventuellement, enfin, il faut qu'ils puissent nous adresser des mails aussi sur le site du rectorat. Enfin, on est là vraiment pour rassurer tout le monde. Alors, première chose, le baccalauréat de français et les épreuves orales qui ont été maintenues. Vous l'avez tous entendu comme moi. Monsieur le ministre s'est exprimé sur cette question la semaine dernière et il a dit que si la situation sanitaire ne le permettait pas, il n'y aurait pas d'épreuve orale de français. Néanmoins, et on le voit bien aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui permet quand même de garder des distances de sécurité, de respecter des gestes barrières, et on peut imaginer des oraux de français. Avoir maintenu cette épreuve, d'abord avoir maintenu cette épreuve, le baccalauréat de français est une institution quand même dans notre pays. C'est-à-dire qu'il a dû être mis en place, je pense, en 1982 ou dans ces années-là, et même peut-être avant d'ailleurs, même 75, 72, 72 je pense peut-être. Je crois que ça date du début des années 70 oui, vous pour avez l'avoir raison. subi. Début des années 70, vous avez tout à fait raison. Voilà. Si vous voulez, il a permis quand même de transmettre aux élèves français une base de culture à laquelle tout le monde est attaché dans notre pays. Absolument. Ce baccalauréat et cette orale de français a été maintenu parce que l'oral est aussi aujourd'hui une compétence, on le voit là, dont nous avons tous besoin et de plus en plus. Avoir maintenu cette orale au début du confinement, alors qu'on n'avait aucune idée de ce que serait l'épidémie, dans cette période d'incertitude, était effectivement une bonne chose. Parce qu'au moins, ça a permis
déjà de centrer les élèves sur un travail en français, sur un lien avec les professeurs de lettres qui ont pu travailler avec leurs élèves les textes dont le nombre a été réduit d'ailleurs, mais qui peuvent travailler ces textes. Monsieur le ministre a bien annoncé que fin mai, il dirait si les oraux étaient maintenus ou non. Mais il n'empêche que ce travail autour des textes de littérature française aura été conduit. Ça, pour moi, c'est une bonne chose. Et nous verrons si les oraux ont lieu ou non. Il y avait autre chose, peut-être sur l'inquiétude. Oui. Effectivement, bon, on ne sait pas si les lycées vont rouvrir. L'inquiétude a été levée quant aux épreuves du baccalauréat, puisque le ministre a annoncé très tôt que l'obtention du baccalauréat se baserait sur la prise en compte des notes des premiers et deuxièmes trimestres et bien évidemment des notes du baccalauréat, des épreuves anticipées de français de première. J'ai écrit un courrier aux parents de collèges et de lycées qui est sans doute en ligne déjà sur le site académique ou en tout cas qui devrait être en ligne d'ici demain et qui sera adressé sur les ENT des lycées et des collèges lundi par les chefs d'établissement. Je fais chaque semaine ou presque des réunions avec les chefs d'établissement ou leurs représentants. Les consignes ont été données pour que le lien avec les élèves soit renforcé, notamment sur tout le sujet de l'orientation. C'est un sujet majeur sur Parcoursup en terminale, mais aussi sur l'orientation en troisième. Et les parents comme les élèves peuvent tout à fait prendre contact avec les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement assurent cette permanence et peut-être seront-ils amenés à prendre des rendez-vous avec les élèves et avec leurs parents. Rendez-vous entre professeurs principaux, élèves. Voilà, tout en respectant bien évidemment les mesures sanitaires. Alors, je voudrais vous poser une question sur les... Enfin, vous pose une question, c'est pas moi qui vais vous la poser, elle arrive, quand ça arrive, comme ça, c'est que ça arrive directement de la part des internautes. Je vous la livre textuellement. Les admissibles au concours interne sont pour beaucoup contractuels et vont donc œuvrer pour une réouverture sereine et respectueuse telle que le prévoit le protocole publié par le ministre. Pourquoi nous remercier de notre engagement en nous faisant passer en dernier et en nous obligeant à passer nos épreuves orales en septembre et en octobre? C'est du concret, ça? Oui, c'est du concret, mais malheureusement, je ne peux pas répondre sur cette question. À une chose près, c'est que la situation de confinement et l'incertitude dans laquelle nous vivons, et l'incertitude, si vous voulez, avec laquelle nous abordons toutes les opérations de gestion des personnels, fait que tous les calendriers ont été reportés. Tous les concours ont été reportés. On a la même difficulté, et je pense à eux, sur les concours d'accès, d'admission dans les grandes écoles. Ces jeunes qui ont travaillé vraiment énormément pendant 2 ans et qui brusquement se retrouvent, ceux qui sont en classe préparatoire, et qui brusquement se retrouvent dans une zone d'incertitude qui a duré assez longtemps, en définitive. Mais c'est la même chose, mais c'est principalement lié, si vous voulez, au contexte sanitaire. Déjà, si vous voulez, le travail est énorme. Le travail est énorme et s'effectue, comme vous tous, dans des conditions, si vous voulez, de télétravail. Et il faut voir qu'on a quand même 1 million de personnel à gérer à distance. Le travail se fait et le fait que, je souligne le travail bien évidemment des professeurs contractuels, de leur investissement, mais ce concours a nécessité, ce contexte a nécessité un report des opérations de gestion. Oui. Et avec des services administratifs qui travaillent beaucoup,
week-end compris. Hein. C'est certain, oui, je sais, oui. On le sait tous. Hein, voilà. Alors, on revient sur des problématiques. On n'aura quasiment que ce genre de questions dans le faible temps qui nous reste, à peine quelques minutes malheureusement, mais il faut faire état de ces questions. Alors, il y a un nombre considérable de questions qui toutes tournent autour du même sujet. Ça concerne les écoles primaires, oui, donc pour le coup en co-gestion avec les élus municipaux. Maires, oui. Hein, bien entendu. Il y a des gens qui nous disent, mais il y a des problèmes incroyables, permanents, récurrents, pérennes de confinement, durant le confinement, mais avant le confinement, pardon, oui. De toilettes défectueuses, oui. D'absence d'eau, de savon, de serviettes, dans des conditions d'hygiène qui sont quelquefois pénibles, disent les parents. Qu'est-ce qu'il en sera au retour d'après-confinement, surtout au niveau du primaire et des petits élèves? Bien sûr. Alors, vous avez bien entendu la question du protocole sanitaire, d'ailleurs, que beaucoup d'élus, effectivement, dont beaucoup d'élus disent qu'ils ne vont pas pouvoir le mettre en œuvre complètement, parce que justement, il peut manquer des points d'eau, il peut manquer un certain nombre d'équipements. Alors, en fonction du problème identifié. Nous, et bien évidemment en lien avec Madame la Préfète, nous pouvons intervenir. S'il s'agit d'équipements, on peut, de façon temporaire, apporter une aide. Pour les points d'eau, eh ben, ça va avoir forcément un lien sur le nombre d'élèves accueillis. Donc, c'est bien évidemment la configuration des locaux, avec application du protocole sanitaire, parce que ça, c'est un impératif, c'est un préalable, qui va déterminer le nombre d'élèves pouvant être accueillis. Enfin, je rappelle, on ne va pas faire de concessions sur ce protocole, puisqu'il y va de la santé de tout le monde, et qu'on est quand même un département rouge, une académie rouge, et que l'objectif, c'est la prudence. Donc, j'entends les préoccupations des parents, je les partage, et en lien avec les maires, mais aussi d'autres services, la caisse d'allocation familiale, les services de l'État, la direction départementale de la cohésion sociale, nous trouvons, école par école, en tout cas nous recherchons des solutions. Sur les mesures sanitaires, il y a une suggestion là qui vient de tomber également, oui. Que je ne trouve pas idiote. Enfin bon, a priori, ce n'est pas à moi d'en juger, oui. Mais je pose la question, on pose la question sur les gestes barrières, enfin, oui. Toutes ces précautions à prendre et les enseignants vont avoir besoin de renforts pour alors, je pourrais ajouter évident. Quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous dit quelqu'un, est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à des étudiants plutôt que d'engager des sociétés de surveillance sur des travaux de sécurisation et application des mesures sanitaires, régulation et surveillance dans les écoles? Pourquoi ne pas utiliser des étudiants? Sans doute la question est... se dirige-t-elle vers les étudiants en médecine, par exemple? Alors, les étudiants en médecine, pour la plupart, sont déjà mobilisés sur les structures de soins. Ô combien? Aujourd'hui, et d'ailleurs, à cet égard, sachez qu'on avait un nombre important de personnels de santé qui s'étaient portés volontaires pour apporter de l'aide aux structures de soins, notamment les EHPAD, et qu'en lien avec la situation de notre région, enfin en tout cas de l'Alsace, j'ai souhaité maintenir ces personnels de santé dans les EHPAD, alors que la consigne était plutôt de les rapatrier dans les écoles. Donc j'ai voulu quand même préserver aussi les structures de soins, et les étudiants sont largement mobilisés, même sur la fabrication des tests et sur un certain nombre de choses, sur peut-être la recherche des points contacts. Vous voyez, donc les étudiants en médecine, ils sont mobilisés déjà depuis longtemps. Par ailleurs, moi je suis attentive à une chose, c'est à la présence de personnes extérieures au service dans les écoles. Plus on les limite, plus on limite le risque de contamination, en tout cas dans un premier temps. Donc il faut qu'on soit attentif à ne pas multiplier des personnes, quelles que soient leurs intentions et leurs bonnes intentions, qui puissent venir dans les écoles. Ça doit être limité. En revanche, il y a peut-être des étudiants qui sont plutôt, non pas en faculté de médecine, mais peut-être sur d'autres formations, plutôt liées à la sécurité d'ailleurs, plutôt liées au contrôle de sécurité, qui pourraient venir nous aider. Et c'est une très bonne idée. Et cette personne, peut-être, qui a posé la question ou qui a fait cette suggestion, pourrait peut-être nous écrire
sur le site académique. Elle se reconnaîtra Il y a un parce contact. que certaines personnes parlent sous pseudo sur Facebook, donc évidemment, mais voilà, merci, l'invitation pour elle est lancée, qu'elle le fasse, bien entendu. Oui. 2 questions, ce sont les 2 dernières parce qu'on n'a plus le temps, vous savez, là, on commence à me disputer dans l'oreillette. La cantine sera-t-elle assurée dans toutes les écoles ouvertes et à défaut, quelles sont les consignes? Alors non. Réponse courte, s'il vous plaît. Elle ne sera pas assurée partout, tout dépend des collectivités. La cantine, la restauration est une compétence collectivité. Des collectivités la mettront en place, d'autres non. Et les enfants sont autorisés à apporter leur lunchbox avec un certain nombre de précautions qui seront rappelées. Donc c'est les enseignants qui, dans ce cas-là, vont s'occuper. Non, ça n'empêche qu'il peut y avoir des personnels municipaux. Oui. D'autant que je les ai mis dans les personnels prioritaires pour qu'on puisse garder leurs enfants. Très bien. Alors, la dernière question apportera peut-être une réponse un peu plus longue, mais pas trop non plus. Pardon. Mais elle est tellement importante. Que se passera-t-il si un enfant présent à l'école manifeste un des syndromes du Covid-19? Alors, ça, c'est une question sanitaire majeure. Bien sûr, et pour tout le monde, d'ailleurs. Tout est très bien expliqué dans le protocole sanitaire. C'est la règle de l'isolement. On isole l'enfant et puis, bien évidemment, avec toutes les précautions de port de masque, de gestes barrières. On appelle les parents tout de suite. On appelle le médecin qui a été positionné sur le secteur. On m'appelle, moi j'appelle l'ARS. L'ARS fera la recherche des points de contact. Enfin, en tout cas, on isole au plus vite l'enfant et on appelle la famille. Et si la famille ne répond pas... Allez, concrètement, pardon. Oui. On isole l'enfant à l'école, sur les lieux. Bien sûr. Mesure. Il faut garder un espace pour cela. Voilà. Ça, c'est dans le protocole. Il faut garder une pièce qui sera destinée, si vous voulez, à accueillir un enfant qui présenterait des symptômes ou dont on pense qu'il a des symptômes. Et ensuite, quand vous dites j'appelle l'ARS, là on rentre dans ça, c'est la deuxième étape. Des brigades, des fameuses brigades qui sont censées remonter la... Voilà, en fait, c'est moi qui fais ce lien avec l'ARS ou le médecin scolaire. Et après, il y a un travail qui est conduit. La prise en charge devient une prise en charge... En revanche, effectivement, après, il y a quand même une information à faire dans le groupe où était l'enfant. En tout cas, le protocole est parfaitement Pour un enseignant, décrit. ce sera la même chose. Tout à fait. Ouais, c'est exactement. Voilà, tout à fait. Oui. On va devoir conclure. J'en suis vraiment désolé parce que le thème est d'une richesse absolument incroyable. Il y a une déferlante de questions pour la première fois. En tout cas, je suis à l'écoute de toutes ces personnes. Mais on peut imaginer les poser à Madame la rectrice et puis essayer d'apporter une réponse assez rapide à l'ensemble de ces questions. Alors peut-être ajouter que j'ai mis en place une foire aux questions sur le site. Il y en a même 2. 2 d'ailleurs qui sont des questions posées par le CHSCT académique et qui sont des questions tout à fait intéressantes qui peuvent servir pour les parents et le public. Et nous-mêmes avons eu beaucoup de questions de la part de nos chefs d'établissement. Donc, en tout cas, et qu'ils n'hésitent pas. Surtout, nous sommes là à leur service. Je précise encore une fois que toutes les questions que j'évoque et qui n'ont pas pu être posées vont pouvoir effectivement être versées en quelque sorte sur la foire aux questions du site de l'Académie que vous allez nous rappeler avant qu'on se quitte. Mais il y a aussi beaucoup de questions sur les tests. Les tests, c'est revenu souvent. On va les poser demain à Madame la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, parce que vous n'étiez pas, Madame, en situation, en compétence, comme l'on dit. Ça n'est pas de ma compétence, comme on dit. Voilà. D'y répondre. En revanche, la sécurité des enfants et des personnels est un peu de notre c'est bien naturel. Donc ces questions, ne vous inquiétez pas, on va les compiler, les recompiler, prendre les nouvelles même, et les poser demain à Madame la préfète. Pour conclure, Robert Hamann, je pense qu'on a essayé, encore une fois, de faire le tour. Un mot, je suis très peu intervenu parce qu'il y avait tellement de questions et c'était tellement intéressant de vous entendre. Et je sais qu'il y a tellement d'interrogations et d'inquiétudes. Je veux dire qu'il est nécessaire que nous passions notre temps à expliquer, rassurer. D'où l'intérêt de ces émissions. Et c'est en cela que je souhaitais que Mme Laporte ait le maximum de temps pour pouvoir s'exprimer et s'exprimer directement vis-à-vis des parents et des enseignants. Merci Madame Laporte d'avoir rejoué le jeu avec nous. C'était vraiment très intéressant. Par votre intermédiaire, on va souhaiter
une excellente rentrée à tous les enseignants, tous les enfants, toutes les familles qui vont être réinsérés peu à peu dans le système scolaire à partir de lundi pour les enseignants, un petit peu plus tard pour les enfants. Et on va suivre évidemment tous ces efforts. On se quitte pour aujourd'hui, pour ce 4e Facebook Live. Le rendez-vous pour demain avec Madame la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin est à 11h sur le Facebook Live, page de strasbourg.eu et page d'ornom.fr. Merci, bon samedi à toutes et à tous. Au revoir.